Bonsoir à tous. Bienvenue ce soir au webinaire éducatif sur les dernières nouvelles de la recherche sur le myélome présenté à la réunion EHA en 2009. Notre présentateur ce soir est le Dr. Rami Kotbi, qui est hématologue et oncologue médical à Cancer Care Manitoba à Winnipeg. Alors, avant de commencer avec la présentation, j'aimerais juste vous dire que tous nos webinaires sont enregistrés et ils sont disponibles sur notre chaîne YouTube. Alors, pour se rendre aux vidéos après cette présentation, vous pouvez aller sur youtube.com et dans la barre de recherche, on écrit Myélome Canada. Et une fois qu'on fait la recherche, Myélome Canada, notre page, est un des premiers liens et vous cliquez dessus. Si vous ne savez pas exactement comment utiliser YouTube, vous pouvez vous rendre par notre site web, alors myélome.ca. Vous cliquez sur ressources. Et après ressources, vous cliquez sur vidéo éducative et ça va vous rendre à notre page YouTube. Alors, après la présentation, je vais prendre des questions. Vous pouvez taper vos questions pendant la présentation, mais je vais seulement les demander au Dr. Kotbi après la présentation. Alors, comment est-ce qu'on pose des questions? Sur votre logiciel GoToWebinar, il y a un onglet qui s'appelle « Questions ». Vous cliquez sur l'onglet et vous pouvez écrire votre question dans la boîte. Une fois que vous avez tapé la question, vous pouvez cliquer sur le bouton Send ou Envoyer et la question arrivera à moi et je demanderai la question au Dr. Kotbi. Alors, sans tarder, Dr. Kotbi, merci pour avoir pris le temps ce soir de faire cette présentation pour nous. Bienvenue. Merci beaucoup, merci à tous ceux et celles qui se sont joints à nous aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si je peux contrôler l'écran. Non, je ne peux pas, pardon. Avec le souris, si vous cliquez sur le diapo? Alors non, pas encore, non? Non, ok. Donne-moi un instant, je vais... OK. Essayez maintenant, s'il vous plaît. Toujours pas, non? Oh, OK. Voilà. OK, là, ça devrait marcher, je m'excuse. Ça a l'air mieux, oui, tout à fait. Oui, alors je m'excuse, vous n'avez pas vu toutes les diapositives, alors je vais juste répéter juste vraiment vite, Dr. Kotbi, si vous me donnez une seconde. Alors, sur YouTube, vous mettez Myélome Canada là et vous voyez le premier lien, ça va être Myélome Canada. De notre site web, sur l'onglet ressources, vous cliquez sur vidéo éducative et vous pouvez voir l'enregistrement du webinaire. Alors, pour poser les questions sur le logiciel, il y a un onglet questions, vous tapez la question ici et vous appuyez sur le bouton envoyer. Alors, je m'excuse, mais merci, Dr. Kotbi. Alors, merci beaucoup. Alors, oui, ça marche. Donc, juste une petite introduction sur le myélome, qu'on soit tous sur la même page. Après, on va discuter certaines nouvelles données du congrès de l'Association européenne d'hématologie, qui a eu lieu à Amsterdam en juin 2019. Alors, que c'est le myélome? Donc, le myélome, c'est un type de cancer du sang, ou un cancer hématopoïétique. Cette cellule-là, s'appelle la plasmocyte. Plasmocyte, c'est une cellule lymphatique à la fin de différenciation qui est prête à sécréter des anticorps pour combattre les infections. Donc, cellule normale, presque 1 à 2%
des cellules de la moelle sécrètent suffisamment d'anticorps pour combattre les infections. Pardon. Alors, quand ces cellules sont anormales, ces cellules se multiplient d'une façon non contrôlée et ces cellules sont similaires, ce qu'on appelle du même clone ou monoclonal. Donc les cellules se ressemblent et sécrètent une protéine qui est aussi similaire. Donc quand on met le sérum dans un champ électrique pour séparer les protéines, donc ce qu'on appelle l'électrophorèse des protéines, on voit les protéines normaux comme dans le diagramme bleu, l'albumine, le alpha, bêta, gamma globuline, et le gamma globuline, il y a les anticorps qui combattent les infections. Quand il y a une augmentation des protéines et les protéines sont similaires, ils apparaissent comme ça, comme une partie où il y a un grand nombre de molécules de protéines. Donc on appelle ça le protéine monoclonal ou le protéine M pour monoclonal pour myélome, ce qui est un signe de la maladie. Alors quand ces cellules se multiplient beaucoup, il prend l'espace dans la moelle, donc il y a une insuffisance médulaire. Ils ont aussi l'affinité pour se localiser dans les os, dans l'os ou dans les os, et donc ils stimulent les cellules qui résorbent l'os et bloquent ou sont un peu nuisibles aux autres cellules qui s'appellent les ostéoclastes ou les cellules qui font l'eau. Donc on voit des lésions ou des images comme on voit à la radiographie où il y a des endroits comme s'il n'y a pas de calcification. Donc ça c'est typique pour la lésion, pour l'atteinte myelomateuse. Avec ça, il y aura du calcium qui sort dans le sang, le calcium monte dans le sang, l'hypercalcémie. Après, la protéine passe dans les urines, ça peut être toxique pour les reins, et ce sont les manifestations du myélome. Donc, maladie osseuse, douleur, fracture, insuffisance rénale, fatigue, anémie, hypercalcémie. Donc, c'est pas le myélome, c'est pas très récent. On voit même dans les momies égyptiennes, on voit ici, quand on fait un scanner pour les momies, on voit des lésions qui peuvent être une maladie cancéreuse métastatique, possiblement myélome. Mais dans l'histoire de la littérature médicale récente, c'est à partir de 1844-1845 où les premiers cas étaient correctement décrits comme myélome. Vous n'avez pas le nom myélome dans le temps, mais les cas semblables étaient décrits. Après, ça a pris presque un peu plus qu'un siècle pour que la maladie soit bien décrite comme aujourd'hui, avec la protéinurie, quand les chaînes légères ou les protéines monoclonales passent dans les urines, ça donne une protéinurie avec certaines spécificités décrites par Benz et Jones. Après la description de du plasmocyte, l'introduction de l'aspiration médulaire et la biopsie médulaire, l'électrophorèse des protéines, et ainsi de suite, ça nous ramène aux années 1960. Pardon. Alors, les traitements, le premier traitement, les alkylants, comme le melphalan, donc était connu depuis 1950 et quelques, et les corticostéroïdes, les cortisones, comme la prednisone et plus tard la dexamethasone. Et à partir fin des années 50, des années 1960, le traitement par le melphalan et le prednisone était le traitement
de référence. Ça marchait, pas très bien, mais ça marchait. Et dans les 30 ans qui ont suivi ça, donc depuis les années 1960 ou 1990, plusieurs études ont eu lieu, mais pas vraiment d'amélioration dans les résultats. Donc ça nous ramène à l'histoire récente des myolomes des années 90. Dans les années 90, deux concepts ou deux développements ont changé un peu les résultats. D'abord, on savait que augmenter la dose du traitement, comme le melphalan, peuvent faire des résultats plus durables, mais il fallait faire attention aux cytopénies, à la toxicité à la moelle. Donc, l'idée de aspirer la moelle ou aspirer une quantité de moelle pour que ça soit hors du corps, donner une forte dose de melphalan ou de chimiothérapie, puis quand c'est éliminé dans une journée ou quelque chose comme ça, on retourne les cellules dans le corps. Ça peut faire que la chimiothérapie est bien tolérée. Et avec ça, les résultats étaient meilleurs. L'autogreffe de moelle ou l'autogreffe des cellules souches un peu plus tard est devenu un traitement de référence pour les patients qui peuvent le tolérer. Autre chose, c'est les nouveaux traitements. Les traitements qu'on a su au départ que ça va moduler l'environnement ou que ça marche sur le myélome, comme au début la thalidomide, puis le bortezomib, après le lenalidomide ou le revlimid, et ainsi de suite. Ça aussi, ça a amélioré les résultats beaucoup depuis fin des années 90, début des années 2000. Avec ça, et je m'excuse que certains, ou une grande partie des diapos ne sont pas en français, je m'excuse vraiment pour ça, mais certains des... maintenant, on a plusieurs classes de médicaments. D'abord, les corticostéroïdes, la prednisone, la dexamethasone. Et ça, c'est pas un traitement complémentaire, c'est un traitement très important. Ça marche sur le myélome et certains cancers similaires, comme si c'était une chimiothérapie, comme si c'était un traitement. Donc c'est très important. Après, les alkylants, comme le melphalan, la cyclophosphamide et d'autres, qui sont peut-être plus récents. Les immunomodulateurs, comme la thalidomide au départ, le revlimid, la lenalidomide, le pomalidomide et d'autres qui sont en développement, qu'on espère plus actifs. Après, les inhibiteurs du protéasome, comme le Velcade, le bortezomib, le carfilzomib, l'ixazomib, et très récemment, les anticorps monoclonaux, surtout les anticorps monoclonaux dirigés contre ce qu'on appelle, une protéine qu'on appelle le CD38. Donc, avec ça c'est les classes du traitement. Traitement de première ligne, c'est souvent un mélange des médicaments de chacun ou d'un de ces traitements, c'est-à-dire un corticoïde, un alkylant et un inhibiteur de protéasome, ou un IMID ou un anticorps monoclonal, et ainsi de suite. Après, avec ça, selon ce qui peut être toléré, on espère que la réponse sera le plus durable. S'il y a un rechute, ça dépend comment c'était efficace et toléré le traitement de première ligne, et qu'est-ce qu'on a utilisé, qu'est-ce qu'on n'a pas utilisé pour qu'on utilise des médicaments de classes différentes avec des mécanismes de résistance qui sont différents. Comment est la pratique, comment on traite le myélome, et avec ça viennent les questions comment on améliore le traitement du myélome. Donc la situation en 2019, on sait qu'il y a des conditions qui s'appellent la gammopathie monoclonale de signification indéterminée ou le myélome multiple asymptomatique, qui sont des myélomes multiples, mais il n'y a pas d'atteinte osseuse, pas d'hypercalcémie, pas d'anémie, pas d'insuffisance rénale.
qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là? Donc, il y a un risque que ces patients ou ces personnes développent une myélome multiple. Il faut qu'on aille des mesures pour sélectionner qui va avoir des problèmes dans le futur ou non, et quand, comme ça, on peut mieux cibler une petite proportion de ces gens pour les traiter probablement avant qu'ils ont une maladie osseuse ou rénale ou ainsi de suite. Jusqu'à présent, ce n'est pas la majorité des gens avec une gammopathie monoclonale, par exemple, qui vont développer un problème. Donc, et on ne sait pas qui va développer parmi ce qu'on appelle smoldering multiple myeloma, qui va développer un problème dans les 6 à 12 mois, par exemple, qui s'en vient, pour que ce sera jugé mieux de traiter que d'attendre. Donc, c'est un domaine de recherche actif. Ceux qui ont une atteinte d'organes, osseuses, rénales et ainsi de suite, ou une petite groupe de smoldering multiple myeloma, on juge qu'il faut les traiter, qu'il ne faut pas attendre. Quel est le traitement qu'il faut faire? Et si, avant de faire ce traitement, quel examen à faire, quel type d'imagerie, et ainsi de suite. Après, la stratification des groupes de risque, ça c'est important pour les essais cliniques. Donc, si on veut comparer l'efficacité d'un traitement, il faut qu'on randomise des patients avec une estimation de risque qui est plutôt similaire. Sinon, on peut avoir des faux résultats, bons ou mauvais résultats. D'accord? Après, le traitement d'induction ou le traitement de première ligne. Après, comment on évalue la réponse? L'autogreffe reste un élément important, pas aussi important comme ça l'était dans les années 90, pas si relativement important, parce que les traitements qu'on utilisait autres que la greffe sont meilleurs, mais l'autogreffe reste un traitement standard. Après l'autogreffe, on sait que le myélome n'est pas une maladie curable, au moins pour l'instant. Donc, il y a un rôle pour le traitement de maintenance ou de consolidation après autogreffe. Après, la maladie, à un moment donné, après une année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, même plus longtemps que ça, la maladie, dans la plupart des gens, revient encore. Donc, ça dépend qu'est-ce qu'on a utilisé en première ligne, comment ça a été efficace, et ainsi de suite. On décide d'un traitement de deuxième ligne. Avec ça, viennent toutes les questions où est-ce qu'on améliore toutes et chacun de ces étapes. Il y a aussi ce qu'on appelle le survivorship, l'impact de la maladie sur la personne, sur la famille, sur les soignants ou les aidants naturels. La maladie, il faut venir souvent à l'hôpital, il faut avoir un traitement, il y a des effets secondaires des traitements, tous les aspects qui tournent autour de la maladie qu'il faut aussi adresser, comme la maladie osseuse, la maladie rénale et ainsi de suite. Donc aujourd'hui au Canada, dans la plupart des centres, comment on traite le myélome? On distingue toujours les patients qui sont éligibles à une autogreffe de moelle ou ceux qui ne le sont pas, qui sont plus fragiles ou âgés, ainsi de suite. Donc ceux qui sont éligibles à la greffe, on utilise une combinaison de cyclophosphamide, bortezomib, dexamethasone ou le Cybor-D. Ailleurs dans le monde, il y a peut-être des petites modifications plus ou moins autour de ça. On fait un traitement de 4 à 6 cycles qu'on appelle l'induction, après collecte de cellules souches, haute dose de chimiothérapie, de melphalan avec transplantation de cellules souches, et après ça, 3 mois plus tard, aux alentours du jour
sans post-autogreffe, on considère un traitement de consolidation ou de maintenance jusqu'à progression. Si on n'est pas éligible à un traitement de haute dose de chimiothérapie et de greffe de moelle, on fait toujours cyborder 6 à 9 cycles. La plupart des centres arrêtent après ça. Ou le Revlimid et dexamethasone, c'est un traitement oral, mais c'est un traitement qu'on prend en continu. Et voilà, s'il y a un rechute, on voit qu'est-ce qu'on a utilisé, et comment ça marchait, et comment ça a été toléré, et on décide qu'est-ce qu'on réutilise. Pardon. Alors, quoi de neuf au congrès de l'Association européenne d'hématologie qui a eu lieu en juin de cette année? Pour ceux qui, et je m'excuse d'ici là, les diapos seront pas en français. Donc, ceux qui sont éligibles à une autogreffe de moelle, qu'est-ce qu'on fait comme chimiothérapie avant et après? Cette étude qui était présentée par Dr Moreau et Dr Hervé Avé-Loiseau, qui s'appelle l'étude Cassiopée, sur l'ajout du daratumumab, l'anticorps monoclonal daratumumab, à l'induction standard utilisée en Europe, qui est bortezomib, thalidomide et dexamethasone. Le thalidomide est toujours utilisé en Europe et dans d'autres pays autour du monde. C'est rare qu'on l'utilise en première ligne, au moins en Amérique du Nord. Mais là-bas, c'est toujours très utilisé. Donc, l'étude ici, ça c'est le design de l'étude. Les patients éligibles à une transplantation à âge moins de 65 ans, état général. Donc, ils ont leur traitement standard par VTD, bortezomib, thalidomide, dexamethasone, ou le même traitement, plus ou moins, avec daratumumab. Et après, on voit comment ils vont répondre. Après, on va à la greffe du moelle. Après, là-bas, ils font 2 cycles de consolidation après l'autogreffe. Après, ils randomisent les patients entre avoir daratumumab seul comme maintenance ou rien du tout. Et avec ça, on voit que l'ajout du daratumumab est très bénéfique. Les résultats sont beaucoup meilleurs. Ici, ce qu'on appelle le overall response rate, le taux de réponse général, 93% versus 90%, c'est un peu mieux, mais pas beaucoup, mais qu'on voit dans les détails, ceux qui atteignent une réponse complète sont beaucoup mieux, sont beaucoup plus nombreux en pourcentage. Ceux qui ont ce qu'on appelle une réponse partielle de haute qualité aussi sont nombreuses. Donc la réponse est meilleure en nombre et en qualité, et ça se transforme en durée de progression, ce qu'on appelle la survie sans progression, ou progression-free survival. La survie sans progression à 18 mois, c'est 93% versus 95%. Ça, c'est significatif en faveur des patients qui ont daratumumab ajouté au traitement d'induction. Donc, toujours, on parle du même chose, mais décrit de différentes façons. Quand les patients ont une très bonne réponse, on essaye d'aller au-delà des mesures standards pour estimer la réponse. On cherche la maladie résiduelle, et quand la maladie résiduelle est négative, c'est mieux que quand c'est positif. Et là, on voit que quand on ajoute la daratumumab après l'induction et là après l'autogreffe et la consolidation qu'ils ont donné après, les réponses sont meilleures en faveur du daratumumab, peu importe si on cherche ça par cytométrie de flux ou par
PCR, ce qu'on appelle le Next Generation Sequencing, de façon de regarder ou d'analyser la maladie résiduelle. Alors, pour les auteurs, daratumumab améliore les résultats d'une façon très importante, réduction de risque de progression des décès par plus de 50%, et ils ont suggéré que ça devient un standard. Et ça aussi améliore le taux de maladie résiduelle. Ainsi de suite, nous, au Canada, comme vous voyez le drapeau ici, les auteurs canadiens, on se revoit après le congrès, on pense que ces études sont très intéressantes. Nous, on ne donne pas la même induction au Canada, pourtant on pense que l'association avec daratumumab et le Cyborg qu'on utilise ici, qu'on pense que c'est moins toxique, et peut-être aussi quelque chose de très valide. Et on pense, on espère que ce sera une option qu'on peut offrir à nos patients dans un futur proche. Après, pour quelques nouvelles pour les patients qui ne sont pas éligibles à une autogreffe de moelle. Donc, aussi la daratumumab, associée avec le lenalidomide, le Revlimid et la dexamethasone, une étude qui est appelée le MAIA. Ce qui était présenté cette année, c'est on sait que Revlimid et dexamethasone et daratumumab, c'est mieux que Revlimid et dexamethasone seul, mais on voulait savoir si tous les patients plus de 75 ans ou moins de 75 ans ont le même bénéfice. Donc voilà, ça c'est le design de l'étude. RD, Revlimid dexamethasone, avec ou sans daratumumab, et voilà les résultats, qu'on soit plus de 75 ans d'âge ou moins de 75 ans d'âge, il y a une différence significative et très importante en faveur de l'ajout de la daratumumab. Voilà, donc pour l'introduction, il faut que j'avance, et encore une fois, le taux des patients ceux qui ont une maladie résiduelle positive ou négative, il y a plus de négatifs quand on ajoute la daratumumab qui va en faveur d'une meilleure réponse. Donc encore une fois, on espère avoir ça pour nos patients dans un futur proche. Il y a un peu plus d'infection, un peu plus de cytopénie, neutropénie quand on ajoute le daratumumab, mais c'est très c'est très gérable, qu'on va dire. Voilà. On avance encore. Donc ça, c'est une étude faite ici au Canada, donc les investigateurs ce qu'on appelle le groupe réseau de recherche du Myeloma Canada. On a une base de données qu'on essaye d'analyser, voir comment nos patients vont, si les données chez nous sont similaires aux autres, et d'essayer de répondre aux questions qui sont spécifiques à notre pratique et à nos patients. Donc, présenté par le lead du réseau, Dr. Christopher Venner from Edmonton. Donc, cette base de données collecte des données de différents centres. Il y a présentement plus que 6000 patients qu'on a essayé d'analyser les données. Donc, ça reflète un peu les résultats et les pratiques ici au Canada. Donc, ça a pris des années pour être fonctionnel, et maintenant, on commence à voir les résultats de cette base de données. Voilà les centres qui participent jusqu'à présent, mais d'autres centres peuvent joindre dans un futur proche. Et la question qui s'est posée dans cette étude, c'est quand on fait une maintenance après greffe avec le Revlimid, est-ce que ceci
veut dire que la réponse, quand les patients éventuellement rechutent et ont besoin d'un traitement de deuxième ligne, on utilise le Revlimid en deuxième ligne. Est-ce que au total, la maintenance et le traitement aux rechutes, c'est mieux ou c'est mieux de ne pas faire une maintenance pour qu'on désensibilise pas la maladie contre le Revlimid quand on a besoin au moment de rechute. Donc, avec ça, je vais aller vite sur certains détails, mais ça, c'est comment on décrit PFS 2 au service en progression numéro 2. J'avance, bon, combien de patients ont été analysés, ainsi de suite, qui ont eu un traitement de maintenance ou non. Mais en général, si on fait un traitement de maintenance, c'est toujours mieux globalement que de ne pas faire un traitement de maintenance. Voilà. Donc, si on compte à partir du moment de rechute, peut-être on ne voit pas cette différence, mais quand on compte qu'il y a une amélioration ou un délai du moment de rechute lié au traitement de maintenance, donc globalement, on reste avec un bénéfice au total. Donc c'est une question que beaucoup de gens autour du monde se demandaient et on est heureux d'avoir quand même une donnée du monde réel, donc real world data, pour supporter cette décision que la maintenance avec l'anhydamide est quand même une bonne idée. Alors, pour le myélome en rechute ou le myélome réfractaire, une donnée qui est quand même très intéressante pour nos patients au Canada, le carfilzomib est un inhibiteur de protéasome efficace qu'on utilise en deuxième ou troisième ligne. Jusqu'à récemment, la façon où c'était donné, c'était 6 fois par cycle de traitement, donc 2 fois par semaine, 3 semaines sur 4. Donc ça fait 6 visites à l'hôpital pour avoir un traitement intraveineux, sans compter qu'il y a d'autres visites pour faire des prises de sang, pour voir les médecins et ainsi de suite. Donc le traitement, au lieu que ça marchait quand même, c'était une très bonne option pour beaucoup de patients, mais l'impact sur la qualité de vie des patients était quand même considérable. Il fallait qu'ils viennent à l'hôpital plusieurs fois. Donc, prouver, documenter que une fois par semaine est au moins aussi bien que 2 fois par semaine est quand même une donnée très intéressante pour les patients et pour tout le monde, et que ceci aussi s'applique pour les patients fragiles ou non. Donc, voilà le design de l'étude. Quand on donne une fois par semaine, la dose est un peu plus importante à comparer quand on donne 2 fois par semaine. Et avec ça, que le patient soit en bonne forme ou en forme intermédiaire ou fragile, il y a quand même un bénéfice en faveur de la courbe verte là, qui montre que au moins c'est pas inférieur, c'est pas moins actif, c'est au moins aussi efficace. Il y a même une tendance vers vers des meilleurs résultats. Donc ça c'est très intéressant et récemment nous on a décidé dans notre centre que tous les traitements par carfilzomib d'ici là devraient être une fois par semaine. Voilà, on avance un tout petit peu. Quoi d'autre pour les rechutes et les myélomes réfractaires? La daratumumab. On sait que le daratumumab améliore les réponses en deuxième ligne ou même au-delà de ça, mais l'administration du daratumumab est une administration intraveineuse qui est longue, qui prend presque une journée,
au premier traitement et plusieurs heures au-delà. Il y a une formulation qui est nouvelle, qui peut être donnée en sous-cutané, et on voulait documenter qu'en sous-cutané, c'est aussi efficace. Donc voilà l'étude, on randomise les patients entre DARA en sous-cutané ou intraveineux, et on voit les résultats. Les résultats en termes de tolérance, d'allergie, de réaction allergique et d'efficacité. Donc ça, c'est la durée du traitement. Si on le donne en intraveineux, donc première administration, c'est presque 7 heures. Et si on a une réaction allergique ou réaction humaine, donc ça peut être même plus que ça. Et il y a plusieurs centres qui font la première administration sur 2 jours. En sous-cutané, c'est 5 minutes et 5 minutes tout au long. Et avec le temps, en intraveineux, ça devient un peu plus courte. Voilà, l'étude de pharmacocinétique montre qu'en sous-cutané, c'est au moins pareil, si ce n'est pas un peu plus, mais c'est au moins semblable, non inférieur. Et les résultats, le taux de réponse, c'est au moins non inférieur. Il y a même une tendance vers une meilleure réponse avec le traitement en sous-cutané. Donc on espère dans une année, un peu plus qu'une année, que le traitement par daratumumab en sous-cutané, ça sera plus utilisé ou même le traitement standard. Donc ça aussi, ça fait que le traitement par daratumumab peut être facile à administrer, le traitement par cartésien peut être aussi à administrer. Ça a un impact très important sur la qualité de vie des gens. Et surtout aussi pour surtout les patients, mais aussi l'utilisation des ressources, les places dans les salles de traitement, ainsi de suite. Et même avec le traitement sous-cutané, on voit même moins des réactions allergiques ou des réactions à l'infusion. Donc voilà. Notre étude qui est aussi intéressante, c'est le pomalidomide, le POM qu'on utilise en 3e ligne. On estime que la réponse en moyen, quand on donne POM et dexamethasone seul, que la durée de réponse est à peu près 4 mois et demi, quelque chose autour de 5 mois, avec l'ajout du Velcade. En retraitement pour ces patients, on voit que, quand on ajoute le pomalidomide à un retraitement avec le Velcade, la durée de réponse est presque le double. Donc ça, c'est le design de l'étude. Et donc, qui était réfractaire au lenalidomide ou non réfractaire, parce que le lenalidomide est un peu semblable au pomalidomide. Et voilà les réponses. Si on donne bortezomib et dexamethasone seul, on a une durée de réponse moins que 10 mois. Quand on ajoute la pomalidomide, donc ça s'approche à 18 mois. Pour ceux qui sont réfractaires au Revlimid, ceux qui ne sont pas réfractaires, c'est un peu, on va de 12 mois à 22 mois. Ça, c'est très important parce que si on utilise Velcade Dex seul et après on utilise POM Dex seul, on va rajouter presque 4 ou 5 mois. Donc ça, de cette façon, ça devient plus intéressant. Donc, une option pour des patients qu'on cherche des options créatives. Donc ça, on tient ça en compte. C'est sûr que l'étude n'a pas donné les traitements de la façon qu'on donne au Canada, mais ça reste toujours des concepts et des résultats très intéressants. Alors, quoi de neuf? Qu'est-ce qui s'en vient? Une étude avec POM, dexamethasone, avec ou sans un anticorps monoclonal anti-CD38. Encore une fois, comme la daratumumab, on pense que c'est peut-être
au moins aussi efficace. Peut-être, on a des espérances que ça sera, j'espère, plus intéressant, pas sûr encore. Mais avec ça, pour les patients qui ont eu plusieurs lignes de traitement auparavant, Pomdex, ce qui est le standard, plus au moins le isatuximab, et voilà la réponse. On va de presque 6 mois et demi, souvent on a un peu moins que ça, à 11,5, donc ça c'est très important, très significatif. Quand on voit les patients qui ont eu seulement 2 lignes ou 3 lignes de traitement versus les patients qui ont eu plusieurs lignes de traitement, la réponse est encore meilleure. Donc, une molécule très intéressante, un médicament très intéressant qui peut-être s'en viendra dans d'autres études cliniques très prochainement. Voilà, et encore une fois, la qualité de réponse pour les patients qui ont eu plusieurs lignes de traitement, combien ont une rémission complète ou une rémission partielle de bonne qualité ou une rémission partielle tout court, la qualité de réponse est encore meilleure quand on ajoute l'anticorps monoclonal. Et voilà, je parle de la même chose de différentes façons. La survie, le temps jusqu'au prochain traitement, c'est-à-dire qu'on dit que ce traitement ne fonctionne plus, il faut que l'on le change. Avec le Pomdex, en moyenne 9 mois, avec l'ajout de l'anticorps monoclonal, c'était pas encore, on n'a pas arrivé à cette durée moyenne au moment de la présentation de l'étude. Donc, très intéressant. On va entendre parler de l'isatuximab encore dans un futur proche. Notre molécule, qu'on va peut-être entendre parler très prochainement, iberdomide. Donc ça, c'est un CELMoD, modulateur cellulaire, ou une nouvelle version de l'énaïdomide et de pomalidomide. Ça a l'air d'être plus efficace. C'est très intéressant dans les études de phase 1-2. Il y a des études en combinaison iberdomide, dexamethasone avec d'autres agents comme daratumumab, bortezomib, qui sont en cours, et on espère dans les mois à venir, j'espère avant la fin de l'année, on va avoir d'autres résultats de ces médicaments qui semblent très intéressants. Et encore une fois, d'autres médicaments que plusieurs de nos patients connaissent, comme le selinexor, comme le melphalufen, des résultats qui sont intéressants et d'autres études qu'on espère qui vont être présentées dans les mois à venir. Autre que ça, un petit mot sur la thérapie cellulaire ou le CAR-T ou les anticorps bispécifiques, le Bispecific T-Cell Engagers. Toujours en études cliniques, les résultats préliminaires sont intéressants, mais pas prêts à faire partie du traitement standard, au moins pour les 12 mois à venir ou un peu plus long que ça. Mais on reste très vigilant. Voilà, je pense que je suis au bout de mon temps. Alors, des questions? Merci, Dr. Cotby, pour cette présentation. Il y a beaucoup de données, beaucoup d'informations que vous avez données. Merci beaucoup pour ça. Et alors, comme j'ai dit au début du webinaire, vous pouvez taper vos questions. Je pourrais vous rappeler comment faire ça. Alors, vous pouvez aller sur votre logiciel GoToWebinar. Et vous cliquez sur l'onglet questions et vous tapez votre question ici et après vous cliquez sur le bouton Send. Alors, notre première question que j'ai ici, c'est on parle de un effet secondaire. Alors, si quelqu'un est sur
le traitement de DARA, lenalidomide puis DEX. Est-ce que le syndrome de Lyell est quelque chose qui est fréquent? Pardon, le syndrome de Lyell, Stevens-Johnson syndrome, en anglais? D'abord, c'est rare. Mhm. C'est assez rare, donc on ne voit pas ça souvent. Est-ce que la question c'est si on ajoute la daratumumab, est-ce que l'incidence de ces réactions humaines ou allergiques est moins fréquente? Je ne sais pas. Mais Ok. en tout cas, c'est rare. Il faut qu'on soit vigilant quand on prend le lenalidomide, si on a une éruption cutanée ou comme ça, qu'on rapporte ça rapidement à l'équipe soignante pour s'assurer qu'il ne faut pas arrêter le lenalidomide ou s'assurer que les mesures nécessaires sont prises. Ok. Merci. La prochaine question, qu'est-ce qu'il y en a-t-il des mini-allogreffes suite à une autogreffe? Ouais, bon, c'est toujours quelque chose qui est possible, mais savoir que l'allogreffe, même un mini-greffe, donc dans le temps on faisait un allogreffe standard, je pense pas qu'on les refait plus en myélome, mais une mini-greffe c'est un traitement pour des patients très très sélectionnés, en bon état général, et la toxicité c'est considérable. Hmm. Mais parfois, il faut qu'on le considère. Ok, merci. Um, alors, est-ce que vous pouvez expliquer un peu c'est quoi le CAR T cell therapy, de thérapie CAR T? Alors, le, les cellules, bon, c'est une forme de thérapie cellulaire. Donc, le système immunitaire, en soi, est censé combattre les cellules anormales, comme les cellules cancéreuses. D'une façon ou d'une autre, le cancer réussit à échapper à ce contrôle. Donc, on essaye de prendre les cellules du patient, les cellules immunitaires, les moduler pour que ça devienne plus agressif pour attaquer le cancer ou attaquer les cellules qui présentent un certain protéine. Donc, on prend les cellules et on les manipule un peu, les modules au laboratoire. Donc, ça prend quelques jours. Après, on essaye de les augmenter en nombre et on les retourne. Et cette armée de cellules vont aller attaquer ou sont censées aller attaquer le myélome ou le type de cancer. Donc voilà, c'est une forme de thérapie cellulaire. Donc, c'est pas un traitement standard pour les myélomes encore. C'est en cours d'étude. Les technologies avancent rapidement. Il y a des effets secondaires. Il faut qu'on soit plus à l'aise avec ces effets secondaires pour que le traitement devienne partie du traitement commun ou standard. Mais pour l'instant, on essaye d'envoyer des patients sélectionnés pour participer à ces études cliniques d'une façon qui soit traitée par les gens qui ont le plus d'expérience au monde avec ces traitements et en même temps qu'on rapporte correctement tous les effets secondaires pour que l'expérience soit bien documentée. Ok, merci. La prochaine question, après une autogreffe, quelqu'un qui est sur thérapie de entretien, maintenance therapy, les données nous disent combien de temps avant que ce patient devient réfractaire ou fait une rechute. Oui, on peut donner les chiffres en général. Donc, ici au Canada, on utilise le traitement d'entretien indéfiniment, c'est-à-dire jusqu'à progression de la maladie
ou effets secondaires ou intolérance. Avec ça, on espère qu'une durée qui est plus ou moins aux alentours, on dirait comme 50 mois, quelque chose comme ça. On a les données de chez nous, au Canada, on a les données d'un peu partout dans le monde, qui vont plus ou moins aux alentours de ça. Mais ces chiffres sont importants pour le système de santé, pour les groupes comparés que les pratiques, mais pour un patient ou une patiente, il y a une grande variabilité ici. Il y a une grande variabilité entre patients. Donc, c'est pas que c'est plus ou moins, on va dire, chiffre rond, 50 mois pour tout le monde. Il y a des gens qui ça sera beaucoup plus long que ça, 6, 7 ans, et il y a des gens que ça sera beaucoup plus courte que ça. Cette variabilité ou cette grande marge veut dire que les chiffres moyens bon, sont à prendre avec précaution. Et on n'a pas vraiment des données pour prédire comment va être pour un certain patient la durée de réponse ici. Le traitement d'entretien est un sujet de beaucoup de recherches. Est-ce qu'il faut faire un entretien avec un seul agent, comme le Revlimid, ou une combinaison, ou est-ce qu'on fait un traitement d'entretien, ou une consolidation et un traitement d'entretien. Donc ça aussi, ça peut être changé dans un futur proche. Merci beaucoup. Alors, j'ai une autre question. Mais, avant cette question, je veux m'excuser à tout le monde pour les difficultés techniques qu'on a eues au commencement de ce webinaire. J'ai même oublié de vous présenter. Je suis Gabriel Colasoto, le gestionnaire de l'éducation et des services aux patients pour Myélome Canada. Je m'excuse une fois pour ça. Alors, la prochaine question, c'est à propos d'une molécule qui était développée par des chercheurs à l'Université de Montréal. C'est le UM171. C'est une molécule qui fait multiplier les cellules souches dans le sang de coton. Alors, est-ce qu'on a des nouvelles à propos de cette recherche? Je ne la connais pas avec ce nom-là. OK, alors est-ce qu'on a une recherche Vous avez le nom du chercheur? Non, c'est la question qui c'était décrit dans la question, alors j'ai pas fait je sais j'ai pas le nom avec moi maintenant, mais alors la question est-ce qu'on a des nouvelles sur la recherche de cellules avec disons des greffes avec des cellules du sang du cordon. Alors c'est Dr. Jean Roy. Le greffe avec le sang du cordon, c'est une forme d'allogreffe. C'est ça. Donc, ce qui est le type de donneur de l'allogreffe, est-ce que c'est un sang de cordon? Autre que autogreffe, ce n'est pas un traitement standard. Oui, le kit du CHUM, docteur, ouais, Hôpital Maisonneuve, ouais. Oui, ils ont des protocoles de recherche sur l'allogreffe, mais bon, ça reste un traitement qui est fait dans un cadre d'études. OK, merci. Alors, j'ai pas de questions. Alors, on va donner une autre trentaine de secondes pour voir si une autre question arrive. Sinon, on va terminer le webinaire. Alors, on va donner quelques secondes pour les personnes de demander leur dernière question. Alors, pendant qu'on attend, je vous rappelle que ce webinaire a été enregistré. Ça serait sur notre site YouTube dès demain.
Si vous avez des problèmes à le trouver, vous pouvez toujours me envoyer un courriel. Je pense vous avez reçu des courriels de moi quand vous avez inscrit à ce webinaire. Alors, vous pouvez répondre à ces courriels-là ou vous pouvez appeler notre bureau de Myelome Canada, et je serai content de vous aider à trouver l'enregistrement du webinaire. Alors, c'est tout. On n'a pas d'autres questions. Alors, merci encore, Dr. Cotby, pour cette présentation très intéressante. Et bonne soirée. Merci beaucoup et bonne soirée à tous et à toutes. Merci. Bye bye.